il était aussi supporté par d'autres solutions, mais effectivement, ça permet de virtualiser d'une certaine façon le stockage en créant un virtual drive dans lequel on va stocker les binaires de la machine. Alors, parallèlement à cette standardisation hypothétique du format des images, il y a un autre mouvement qui correspond à l'autre recette, qui n'est pas appliance, mais qui est plutôt l'option recette des images, où on dit, en fait, ne compte plus trop le format de stockage, ce qui compte, ça va être ma façon de demander la création des images. Et créons une API qui soit standard pour instancier une machine, pour la supprimer, pour contrôler sa charge, et utilisons cette API dans notre développement. Et c'est là, il y a beaucoup plus de mouvements, parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs. Je crois que la dernière fois qu'on a compté, il y a 13 comités de standardisation d'API, et 13 API donc correspondantes. Une qui est très répandue, qui va être par exemple celle d'Amazon EC2, une qui va bientôt être très répandue, qui va être l'API d'Azure, une autre qui va être moins répandue, qui va être celle de Rackspace, et une guerre de standards. Ce qui compte, à mon avis, de façon très importante pour tout standard, si on veut qu'il fonctionne dans la durée, c'est est-ce que ce standard a une implémentation de référence qui est open source, qui va permettre à chacun de mesurer sa compatibilité vis-à-vis de cette implémentation de référence. D'accord. C'est en cours, enfin vous réfléchissez à ça chez Microsoft ? Oui, alors il y a un consortium qui s'appelle WS Management qui recouvre effectivement alors je ne sais plus s'il y avait 13 groupes de travail, mais on participe à un certain nombre d'entre eux, dont OVF, dont effectivement un groupe de travail qui soit standard sur la définition des architectures matérielles, pouvoir exposer ses contraintes, etc., etc. Donc on participe à une bonne partie de ces groupes de travail aujourd'hui. D'accord. Bien, on a finalement, je pensais qu'on allait on allait aborder la question du cloud dans la deuxième partie, mais en fait on l'a déjà abordé largement. Ceci étant, la deuxième partie, je la voyais davantage consacrée à l'administration, dont on a déjà un petit peu parlé aussi, mais je voulais m'appuyer un petit peu sur des chiffres, enfin en tout cas des analyses qui ont été faites relativement récemment dans les grands groupes, les Gartner, les Forrester, etc., qui indiquent une grande inquiétude par rapport au cloud, en particulier en matière de sécurité. Donc, je voulais avoir vos réactions par rapport à ces études. Qu'est-ce que quand vos clients ou vos prospects vous disent qu'ils sont inquiets, comment faites-vous pour les rassurer ? Je crois que la meilleure réponse, c'est de leur dire de ne pas lire le Gartner, parce que quand lundi, ils vous disent le cloud, c'est la prochaine révolution à la même hauteur que le e-commerce, et que le mardi, ils vous annoncent que, attention, il y a des gros problèmes de sécurité, d'un côté, je pousse la création d'un nouveau marché, de l'autre, j'essaie d'en restreindre son impact. J'ai du mal à suivre. Cela dit, il est vrai que quand on parle de cloud public, il faut toujours se demander où est-ce qu'on stocke ces données, dans quel format, comment est-ce que je vais pouvoir les récupérer, qui va y avoir accès, est-ce que j'ai le droit de les stocker ailleurs que chez moi ou en dehors de mon territoire. Il y a énormément de professions qui sont réglementées en termes de stockage de données. Donc le cloud public pose des questions, il faut se poser des questions quand on aborde le cloud public. Quand on prend la notion de cloud privé, c'est-à-dire utiliser des technologies de cloud computing au sein de son propre data center, là, ce genre de considérations n'ont plus lieu d'être. Et c'est pourquoi je crois que la plupart des acteurs du cloud computing aujourd'hui sont en train de prendre conscience qu'il n'y a point de salut hors des solutions mixtes qui vont pouvoir d'un côté héberger ces données sensibles et ces serveurs sensibles dans son data center interne et pouvoir bénéficier, quand on en a besoin, à un coût le plus faible possible en fonction de la mise en place d'un véritable marché de l'hébergement en cloud computing, placer des images qui ne sont pas sensibles aux besoins sur ce cloud public. Je pense que c'est là que les clients attendent les évolutions, que c'est là que tout le monde se dirige aujourd'hui. Donc les inquiétudes du Gartner me font un petit peu rire. Non, ils ne sont pas tout seuls, Gartner. Mais je vous en prie. Oui, je suis juste entièrement d'accord avec ça. Et en ce qui me concerne, pour moi, le maître mot est interopérabilité, en fait.
C'est vraiment ce qui va changer la donne. Et c'est le fait, alors on a parlé des formats des images virtuelles, on a parlé d'API suffisamment génériques. Il y a le projet open source LibVirt par exemple, qui est quand même une API commune à des environnements, des hyperviseurs comme Xen, KVM, qui permet de piloter un petit peu tout ça, en tout cas d'un point de vue développement, en utilisant les mêmes API. Donc effectivement, je pense qu'il est très très important que, surtout comme on l'a précisé pour la partie cloud public, de faire attention à ce genre de choses, faire attention que quand vous mettez des machines virtuelles, que ce soit des software appliances ou pas, dans un cloud public, vous puissiez faire marche arrière, clause de réversibilité, vous puissiez récupérer une image d'un format donné et la réimporter chez le concurrent par exemple. Voilà, ça c'est quand même des notions qui sont très très importantes, et l'interopérabilité de tous ces systèmes, à mon avis, est nécessaire pour que le cloud public puisse s'imposer et gagner une part de marché conséquente. D'accord. Est-ce qu'il y a pas une dimension aussi réglementaire par rapport à ça? L'utilisation du cloud public, quelque part, c'est effectivement une forme d'externalisation, et c'est aussi une délégation de responsabilité vis-à-vis de la sécurité, de la disponibilité. Et effectivement, je pense que à partir de ce moment-là, il faut que les termes du contrat soient clairement définis entre les différents acteurs, celui qui effectivement fournit le service et celui qui recourt. Donc aujourd'hui, ce qui peut-être fait peur, c'est est-ce qu'il existe des termes de contrat clairement définis? Quels sont les engagements que prend le fournisseur de service, quel que soit le type de service, et comment est-ce qu'on va le contractualiser? Quels engagements est-ce qu'il prend en termes de reprise de service, de continuité de service, d'isolation et de protection de mes données? Et aujourd'hui, il y a encore, j'allais dire, une petite question de maturité sur effectivement ce qu'on est en droit d'attendre de chacun des fournisseurs, et en face ce qu'il met en place comme mesure pour me garantir ce niveau d'isolation, ce niveau de disponibilité. Oui, mais il n'y a pas que la partie contractuelle. Effectivement, un bon SLA est absolument nécessaire quand on va externaliser son offre, mais il y a aussi la transparence des formats. Si demain je migre tout mon ERP sur une offre SaaS, et que cette offre SaaS m'offre de stocker mes données là-bas, de définir des scripts qui vont correspondre à la vie réelle de mon entreprise, dans des formats qui vont être spécifiques à ce fournisseur, je prends un risque qu'il faut que je mesure dès le départ, parce que le jour où ce fournisseur ne me convient plus ou est amené à disparaître, qu'est-ce qu'il devient de mes données et qu'est-ce qu'il devient de toute l'intelligence de mon entreprise que j'ai codifiée chez ce fournisseur? Ce sont des questions fondamentales, et donc le SLA, les formats de stockage, les formats de définition de comment est-ce que le tout cohabite ensemble sont des éléments où la transparence doit être exigée par les clients. Des réactions, messieurs? Oui, effectivement, j'abonde tout à fait dans le sens de Nicolas. Un bon exemple, c'est un précurseur du cloud, une société comme Salesforce.com qui fait une solution de CRM, et c'est d'avoir la capacité le jour où vous voulez changer de fournisseur, pouvoir switcher sur une solution alternative. Et aujourd'hui, ce type de fournisseur, aujourd'hui à ma connaissance, ne le permet pas, et c'est un vrai enjeu avant de prendre ce type de décision, que de savoir ce que vous pouvez en faire dans 4 ans, 5 ans, que ce soit votre décision ou un problème de cette société dans l'avenir ou la pérennité de leur solution. On va appeler un chat, vous l'aurez compris, le point de vue d'un certain nombre de personnes à cette table, c'est de dire si la solution qui est mise en place par votre fournisseur de SaaS n'est pas open source, vous n'avez aucune chance de pouvoir récupérer vos données et votre technologie qui décrit comment les exploiter. C'est vrai ça, monsieur Dubo? En tout cas, il est obligatoire pour tout requérant à ce service de poser la question au fournisseur de savoir quelles sont les conditions qui lui permettront de sortir du contrat, et puis surtout de récupérer son environnement et ses données. J'allais dire que si le fournisseur ne vous s'engage pas sur les termes de sortie du contrat d'un point de vue pénalité, conditions, et ainsi que comment est-ce que je récupère mon investissement, mes données qui sont au cœur, effectivement, il faut pas aller avec ce type de fournisseur. Donc aujourd'hui, sur des problématiques aussi telles que Safe Harbor, sur la localisation des données, sur la possibilité effectivement de récupérer son environnement sans pénalité, aujourd'hui ce sont des termes, en tout cas dans les contrats qui sont proposés notamment pour l'offre qu'on aura au travers d'Azure, qui sont clairement abordés. Donc sur l'aspect je veux à tout moment pouvoir extraire mes données et les récupérer, il y a un engagement qui est pris sur cette solution. Et quelles sont les conditions? Je vous pose la question, mais
par rapport à tous les autres contrats. En général, quelles sont les conditions posées par l'hébergeur, par le fournisseur